Écoutez, c'est plutôt une question qu'il faudrait poser au secrétaire général des Nations Unies. Nous avions apprécié le travail de M. Koller. Vous connaissez notre position sur le Sahara occidental. Nous considérons que le plan d'autonomie marocain comme une base sérieuse et crédible pour une solution négociée. Ça a toujours été notre position. Nasser Bourita le connaît. Mais le fait qu'il y ait eu un émissaire du secrétaire général des Nations Unies pour faire en sorte qu'il y ait un processus qui soit négocié était une bonne chose. Il a démissionné. C'est une décision qui le concerne. Il sera remplacé. Et c'est une décision qui concerne le secrétaire général des Nations Unies. Pour le reste, il est souhaitable que le processus initié puisse poursuivre son cours. Ma question concerne ce que vous avez appelé la résolution des crises. En fait, elle est double. Je voulais savoir, d'une part, après le passage de Kouchner au Maroc, quelle était vos analyses respectives par rapport au plan de paix qui a été proposé par les États-Unis, et si vous en avez discuté. Et par ailleurs, concernant la Libye et le fait que l'accord de Spirate est un peu au point mort, est-ce que vous avez des perspectives par rapport à la relance des discussions? Concernant votre première question, la visite du conseiller spécial du président américain au Maroc a porté sur les relations bilatérales. Il a porté aussi sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Comme tous les pays, le Maroc n'a pas encore une connaissance du contenu d'un quelconque plan de paix. Et le Maroc se prononcera lorsqu'il aura connaissance des contours, du contenu, des détails de l'initiative. Et mais la visite au Maroc a été l'occasion pour le Maroc et pour Sa Majesté le Roi de réitérer les positions bien connues du Maroc sur cette question, ainsi que l'évaluation du Maroc par rapport aux dynamiques, aussi bien en Afrique du Nord qu'au Moyen-Orient. Mais il n'y avait pas de discussion par rapport à un quelconque plan de paix dont les contours, en tout cas, ne les connaissons pas. Sur la question libyenne, on en a largement discuté. Moi, je l'ai dit à Jean-Yves, pour nous, l'accord de Srerat a été une étape importante pour assurer une transition pacifique en Libye vers des institutions plus légitimes. Un texte ne vaut que par la volonté que les principaux acteurs y mettent à sa mise en œuvre. Nous constatons que des dispositions importantes de l'accord de Srerat n'ont pas été mises en œuvre, que la situation s'est dégradée parce que les différents acteurs n'ont pas mis suffisamment de volonté, parce qu'il y a également des interférences externes dans le différend entre les Libyens. Aujourd'hui, il y a une situation très complexe. Le Maroc, de par d'abord son appartenance maghrébine et l'importance qu'il accorde à la stabilité du Maghreb, considère que la stabilité de la Libye est d'abord la priorité. Que les acteurs et, si je puis dire, les tuteurs puissent mettre la stabilité de la Libye, le bien-être du peuple libyen comme priorité. La Libye ne peut pas être un terrain aux différents agendas externes, aux intérêts du peuple libyen puissent se déployer. Il est important que les acteurs libyens prennent leurs responsabilités. Il est important qu'ils sortent de la logique de la rhétorique et du jeu à somme nulle, et qu'ils privilégient le compromis. Je ne pense pas que si les acteurs continuent chacun à
s'accrocher à un élément, à une partie, à une composante de la problématique, que la Libye avancerait vers la stabilité. Donc aujourd'hui, on est à un moment crucial où les Libyens d'abord ont la responsabilité d'être à la hauteur de ce moment, mais également les pays directement impliqués dans la crise libyenne. Le Maroc et la France ont partagé leur point de vue sur ce sujet depuis longtemps, et je pense, nous avons constaté qu'on avance dans le même sens, que nos positions convergent par rapport à l'objectif et dans une large mesure par rapport au cheminement vers cet objectif. Skhirat ne doit pas être un alibi pour les uns ou pour les autres. Pour les uns pour maintenir le statu quo, pour les autres pour aller vers une déstabilisation totale. La pertinence et l'importance de Skhirat vaut par l'engagement des acteurs de l'accord de Skhirat et de ceux qui étaient les témoins de l'accord de Skhirat à le mettre en œuvre. La question que vous posiez, donc je ne suis pas plus avancé que Nasser sur le sujet. Si quelqu'un a vu le plan américain, merci de nous informer. Je le dis d'autant plus aisément que je participais à la rencontre qu'a eu le président Macron avec le président Trump avant-hier. Mais les principes, on les connaît, les nôtres. Ils sont identiques à ceux qu'affirme le Maroc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution sans la reconnaissance de deux États vivant en sécurité l'un et l'autre, ayant Jérusalem comme capitale, l'un et l'autre. Et que le processus, s'il évite cela, ne peut pas être un processus qui permettra la sérénité. À partir de là, s'il y a un plan de paix, nous le regarderons avec beaucoup d'attention et nous échangerons d'ailleurs sur ce sujet. Sur la question libyenne, nous sommes aussi très préoccupés de la stabilité et de la sécurité. Ça vaut d'abord pour la population libyenne, qui, je pense, commence à en avoir assez des conflits internes, des milices qui se combattent entre elles, et de l'absence de perspective. Je n'en veux pour preuve le seul fait que lorsqu'il y a eu la perspective d'élection, perspective qui a été annoncée et organisée, très nombreux Libyens se sont inscrits sur les listes électorales. D'autant plus maintenant que des élections municipales se déroulent. Donc il y a une capacité des Libyens à participer à un processus électoral, contrairement à ce que certains disent. Stabilité, sécurité d'abord pour les Libyens, mais stabilité, sécurité pour nos amis de la région, qui veulent éviter le retour à la confrontation de milices dans lesquelles s'immiscent des groupes, des acteurs terroristes. Ce sont d'abord les voisins, la Tunisie, le Tchad, le Niger, l'Égypte, mais c'est aussi nos amis de la région, dont le Maroc. Parce que aboutir à ce qu'il y ait une zone d'insécurité dans ce pays aura des perturbations sur l'ensemble du nord de l'Afrique. Et puis c'est notre sécurité aussi, aux Européens, à la France. Puisque si on laisse l'instabilité se développer, alors des retours terroristes peuvent se produire. D'ailleurs, on constate que depuis quelque temps, on voit réapparaître Daesh au sud libyen. Au sud libyen. Donc c'est un impératif que d'avancer dans une résolution de ce conflit. Et puis il y a aussi l'ensemble de la maîtrise des trafics. Trafic de drogue, trafic d'armes, trafic d'êtres humains, que nous condamnons. Et le fait qu'il y ait de l'instabilité en Égypte entraîne une multiplication de ces dérives. Alors nous avons, le président de la République a reçu le président Sarraj et le maréchal Haftar les jours derniers. Nous avons une position très claire, il faut un cessez-le-feu immédiat, sans chercher d'ambiguïté, de retour en arrière des uns et des autres, un cessez-le-feu immédiat constaté par la communauté internationale. Et que ensuite, ce cessez-le-feu puisse permettre la mise en œuvre d'un processus
d'une feuille de route aboutissant à des élections. Mais sur ce processus-là, les acteurs étaient d'accord, puisqu'ils avaient convenu, il y a quelque temps, à la fin du mois de mars, à Abu Dhabi, un accord qui faisait suite d'ailleurs à la réunion de Palerme et la réunion de Paris qui avait été organisée par le président Macron. Donc on connaît les éléments. Il faut de la volonté politique. Et nous partageons l'un et l'autre la même appréciation sur la situation et la même volonté d'agir, en particulier au sein du Conseil de sécurité, pour que les différentes étapes du cessez-le-feu jusqu'à la fin de la transition puissent se dérouler dans les meilleures conditions. Et nous sommes en soutien du représentant des Nations Unies en Libye, M. Salamé. Bien sûr, la relation entre le Maroc et l'UE est parmi les points que nous allons discuter lors du déjeuner, puisque la France a toujours été un appui important pour le renforcement de la relation entre le Maroc et l'Union européenne. Et la France, l'Espagne, l'Allemagne, un certain nombre de pays ont toujours été pour la consolidation de l'agenda bilatéral et le renforcement des interactions entre le Maroc et l'UE en raison du voisinage, en raison également des enjeux partagés. Par rapport à votre question, d'abord le Maroc part de l'idée qu'il respecte les choix des citoyens européens. Le Maroc n'a pas à commenter des élections tenues librement dans plusieurs pays européens et les résultats qu'ont donné ces élections. Deuxièmement, le Maroc voit dans le prochain Parlement européen plus d'opportunités que des défis pour la relation entre le Maroc et l'UE. Et le Maroc constate que d'abord l'engouement pour l'Europe s'est exprimé à travers